Ce que j'aime bien avec les activités sportives, c'est que si tu les fais bien, t'es gagnant à tous les coups. Si tu fais par exemple là, si on va courir ensemble et qu'on se fait même ne serait-ce qu'une demi-heure de yoga, course à pied, crossfit, n'importe quel mouvement, et qu'on est satisfait de notre séance, qu'on s'est bien débrouillé, qu'on a bien transpiré, t'as un sentiment de satisfaction par rapport à ta vie. T'es content de l'avoir fait. Et ça, t'en as besoin quand t'es entrepreneur. T'as besoin d'avoir un sentiment de satisfaction, t'as besoin d'avoir un feedback, parce que parfois, quand tu développes un produit et ça fait 6 mois que t'as 0 feedback client et tu sais pas si tu fais les choses bien ou mal, ou si tu es complètement à côté de la plaque, ou si ça plaît aux gens, et ben, t'as besoin d'une sorte de certitude dans le feedback que t'as dans les activités que tu fais. Et ce feedback, tu l'as très simplement avec le sport. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness. Cette semaine, j'accueille Guillaume Denacar. Guillaume a fondé Mindsense, une start-up dont le but est de permettre à tous les employés en entreprise de comprendre mieux leur corps et leur esprit pour en tirer le maximum de potentiel. On a échangé sur l'importance de faire du sport, comment trouver son rythme et plus particulièrement son chronotype pour trouver le bon moment pour travailler par exemple. On a parlé d'habitude bien évidemment et de l'importance de commencer petit et d'éprouver du plaisir. On aborde aussi ses routines et son obsession qu'il a pour les thérapies de couple. Si vous êtes en couple, soyez à l'écoute parce que Guillaume va changer la manière dont vous gérerez votre prochaine dispute. Enfin, on parle de son alimentation, de ses questionnements par rapport à ça, puis de ses loisirs. En fait, Guillaume, c'est quelqu'un qui aime aller en profondeur. Il peut pas s'empêcher de creuser à fond tous les sujets. Et vous allez vous en rendre compte pendant l'interview, c'est que c'est pas évident de faire court avec lui. Personnellement, j'aurais pu l'écouter pendant des heures, mais 1h30 c'est déjà pas mal. Sur ce, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Guillaume, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Ok, très bien. Je m'appelle Guillaume Denacar. J'ai lancé une startup qui s'appelle Mindsense il y a 6 mois de ça, dont le but est de permettre à tous les employés en entreprise et en startup de sortir un peu des clous traditionnels des 8 heures de travail par jour, voire 10 heures pour ceux qui cravachent un peu plus, et de comprendre mieux leur corps et leur esprit pour en tirer le maximum de potentiel. D'accord, et ça fait combien de temps du coup ? 6 mois ? Ouais, 6 mois. Ça fait presque 1 an et demi que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par faire des cours de sport en entreprise et je me suis rendu compte qu'au final, ce qui intéressait plus les gens, c'était déjà se rendre compte du potentiel de leur corps, parce que ça, c'est la première étape, c'est avoir conscience de quelque chose pour après ça agir dessus. Et du coup, voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de donner aux gens, une sorte de conscience de leur corps pour se dire, ok, je sais que vers 10h du matin, je peux finir un dossier en 30 minutes, alors que si je me mets à 14h, 3 heures après, j'y serai encore. Ok, d'accord. Ce genre de choses. Et ça fonctionne comment du coup ? Alors c'est très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans des espaces de travail. En ce moment, je suis plutôt en train de venir sur des incubateurs et des espaces de coworking, parce que c'est là où il y a pas mal d'entrepreneurs. Et de faire des ateliers, donc du coup déjà pour connecter un peu avec les gens qui y sont, leur apprendre des choses, et après ça faire un suivi personnalisé, donc du coup individuel, sur toutes les barrières à lever pour prendre en main sa vie, changer un peu les horaires de travail si tu as besoin, négocier avec ton patron pour voir comment tu peux prendre des pauses sans te faire taper sur les doigts, trouver un peu ton rythme, utiliser tous les outils que je peux proposer, et au final, voilà, créer une journée qui te correspond, dans laquelle tu as des pics d'énergie au bon moment, dans laquelle tu es satisfait par la qualité de travail que tu donnes et qui ne te détruit pas quand tu rentres le soir. Très bien. Très beau projet. Merci. J'adhère. Et avec tout ça, est-ce que tu prends le temps de faire du sport ? Oui. Quelque chose qui est génial, c'est que... quelque chose qui n'est pas génial, au début, c'est que j'aime beaucoup le sport. Okay. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. À un moment, je crois que j'avais 16 ans, je venais d'arriver au lycée, j'avais très peu confiance en moi et j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit ok, c'est parti, et j'ai commencé par faire 3 sports par semaine. J'en ai fait 3 sports par semaine, donc du coup environ 10 heures de sport.
Et ce, j'ai continué même en prépa. Bon, j'ai baissé un peu le rythme en prépa, maths sup SP. Après ça, j'ai continué en école d'ingénieur et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que parfois, je sacrifie mes projets professionnels au bénéfice du sport. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de me lancer dans une startup. Ok, Guillaume, on fait des petits sacrifices, on met le sport un peu de côté. Et quand je fais les choses, j'ai fait genre à 100%. Je les fais pas à 0%. Et donc, du coup, j'ai laissé tout le sport de côté. Et au bout de 6 mois, j'étais misérable. et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai progressivement réintégré ça dans ma vie. J'ai recommencé par le yoga parce que c'était un peu doux, c'était quelque chose que je pouvais faire chez moi. J'ai des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont initié. Et après ça, j'ai recommencé la course à pied. Après ça, j'ai recommencé le vélo, j'ai recommencé la natation. Et là, j'ai un associé avec qui on fait du sport tous les jours ensemble. On en fait 1 heure, soit on court, soit on nage. Et voilà, et je me sens super en forme. Là, ce matin, j'ai fait mes petits étirements, j'ai pris soin de moi. Non, mais c'est essentiel. Sinon, la journée, après ça, au lieu d'avoir une journée qui démarre directement, je mets 1 heure à me réveiller, à comprendre ce qui se passe autour de moi. Alors que si je mets juste 10 minutes à bouger un peu, à m'étirer, à faire 2-3 positions de yoga, hop là, je suis éveillé directement. Ouais, je suis d'accord. On en parlait un petit peu en off là, avec mon emménagement, j'avais un petit peu mes routines qui étaient un petit peu désorganisées, que j'avais un peu moins de temps et que pareil, je le sentais un peu. Là, j'ai pris au moins 10 kilos. Non, ça se voit pas. Où est-ce que tu les gardes? Tout dans les fesses. Non, mec. C'est vrai que c'est important de prendre le temps, surtout le matin, pour moi en tout cas. Et pour toi, tu fais ton sport le matin? Je fais un peu de sport le matin et après, c'est souvent avant midi. Ouais, avant midi, intéressant. Ouais. Tu te sens mieux avant midi ou c'est juste le soir, ça te plaît pas, t'es trop fatigué? Après, ça dépend, mais je préfère avant midi, comme ça c'est fait, tu vois, en fait. Ce qui n'est fait n'est plus à faire. Parce que je travaille beaucoup sur, justement, dans le cadre de mes ateliers. Une partie de la compréhension de son corps, c'est la compréhension des rythmes de ton corps. Donc, du coup, ça passe par le fait que chacun a des hormones qui atteignent un pic différent dans la journée. Par exemple, toi, tu peux avoir ton pic de cortisol, c'est l'hormone qui va te réveiller le matin, vers, on va dire 7h du matin, parce que tu m'as dit que tu te levais tôt. Moi, mon pic de cortisol, il arrive à 10h. Donc, du coup, si je me lève à 6h du matin, j'ai une tête dans les fesses monstrueuse. Par contre, si je me réveille à 9h du matin, hop là. Et ça change aussi pour d'autres hormones, la dopamine, la sérotonine, etc. Et en observant ça, tu peux savoir un peu quel est le meilleur moment pour toi faire du sport dans la journée et avoir le maximum d'efficacité, le moins de chances de te blesser. Si tu fais justement du sport, par exemple pour toi à midi, ou si moi par exemple, si je fais du sport à 18h, je suis une machine quoi. Non, c'est vrai, je fais mes meilleures performances le soir. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense que c'est vraiment le matin. Et comment tu fais pour te déterminer du coup? C'est en faisant continuellement des tests, essayant de voir si tu es plus en forme sur un créneau que d'autres, ou tu as d'autres choses? Alors, il y a 2 manières de faire. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'on fait un peu dans les ateliers. Très simple. Il y a une manière plus invasive, mais plus précise, je veux dire, qui est je te mets une alarme sur ton téléphone portable et toutes les heures, cette alarme va sonner et va te demander comment tu te sens. Et sur une échelle de 0 à 2. 0, c'est... Ouais, je me sens pas du tout énergique, un peu léthargique, je me sens la tête dans les fesses. 1, c'est j'ai une quantité d'énergie normale. Et 2, c'est oh waouh, je me sens bien, je me sens efficace, je me sens concentré, je me sens pleinement éveillé. Et donc du coup, tu fais ça pendant 1 semaine. Et à la fin, tu sais exactement les moments d'éveil que tu as dans ta journée. Et c'est pas ça commence le matin et c'est en courbe décroissante jusqu'à la fin de la journée. Tu as plusieurs pics d'éveil dans la journée. Ouais. Moi, je sais que j'en ai le matin à 10h, comme j'ai mon pic de cortisol. Et après ça, j'ai vers 17h, 18h, un autre pic. Une manière plus simple, il y a plein de tests en ligne. Ça s'appelle le chronotype. Donc Chronos, c'est H-R-O-N-O. Et type comme T-Y-P-E. Et donc du coup, il y a des tests qui existent en ligne. Tu peux le faire très rapidement une vingtaine de questions qui te demandent est-ce que vous aimez bien vous coucher tard, tôt, comment vous organiserez votre journée si jamais personne ne vous demandait d'organiser votre journée comme eux ils le souhaitent. Du coup, si toi t'as envie de te lever le matin, voilà, c'est ça. Si toi t'as envie de te lever tôt le matin, tu peux le dire. Si t'as envie de te lever genre à 2h de l'après-midi, tu peux le dire. Et en partant sur ça, ils te donnent des résultats, ils te disent ok, vous êtes plutôt du matin, du soir, plutôt il y a 4 chronotypes en fait. Okay. Il y a des gens qui sont très tôt le matin, donc du coup peut-être toi.
Il y a des gens qui arrivent plus tard le matin, donc du coup c'est moi. Il y a des gens qui arrivent très très tard le matin, qui ont leur pic d'éveil vers midi. Ça, c'est ceux qui ont bu la veille. Hein. C'est ceux qui ont bu la veille. Et après ça, tu as des gens qui sont plus dans un chronotype normal qui fait qu'ils ont des cycles d'éveil normal, ils se réveillent avec le soleil, ils se couchent avec le soleil. Et donc, du coup, ils vont donner tes résultats et en fonction de ça, ils vont te dire ok, le meilleur moment pour toi dans la journée pour faire du sport, c'est 18h. Le meilleur moment pour toi dans la journée pour interagir avec des personnes, si tu veux faire un meeting, c'est 14-15h. Ça, je te donne mon chronotype. Okay. Le meilleur moment pour faire du travail créatif et d'être à fond sur un projet, c'est entre 9h et 11h. Ok, d'accord. Mais moi, je crois savoir un petit peu là, comment je fonctionne, parce que vraiment, le matin, c'est normalement les tâches créatives et aussi mon sport. Ouais. Parce que juste après avoir mangé, je pense que ça commence à décliner. Donc du coup, tu manges après avoir travaillé le matin ? Je mange après avoir fait mon sport. Après avoir fait le sport. Ouais. Et sinon, vers 18h, j'en faisais régulièrement du sport vers 18-19h, mais je sens que je suis moins en forme. L'autre jour, je suis allé au sport, j'étais en train de bâiller tout le long dans le métro, j'en pouvais plus. Je dis bon, allez, on va y aller. Ouais. Parfois, il faut juste y aller. Hein. Après, tu te réveilles et tout ça, mais oui, t'es moins performant que si t'étais en pleine forme, quoi. D'accord, super intéressant. Et du coup, tu parlais de tes sports que tu pratiquais quand t'étais un peu plus jeune. C'était quel genre de sport ? Alors, j'ai commencé, je crois que c'est mes parents qui m'ont inscrit au tennis. Alors ça m'a fait tout le collège. Et j'ai pas du tout aimé, c'était horrible. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fini le collège, je suis arrivé au lycée, je me suis dit ok, c'est moi qui prends ma vie en main, je fais les sports que je veux. Et donc du coup j'ai commencé avec kayak, escalade et badminton. Très, très atypique. C'est juste... Kayak, tu viens d'où ? Pour faire du kayak. Je sais pas, j'ai vu un truc. J'ai des parties de ma personnalité qui sont un peu extravagantes. Et j'ai une règle, en fait, c'est très simple. Dès que j'arrive dans un nouveau restaurant, je choisis le premier menu dont je ne comprends pas le nom sur la carte. Donc là, c'était le premier sport dont je ne comprenais pas le sens. Et je me suis dit, c'est parti. C'est ça. Non, je sais pas pourquoi. J'ai craqué. Je me suis dit, ok, testons des choses. Et c'est pour ça que j'ai commencé 3 sports en même temps. Je me suis dit, ok, je vais goûter, je vais faire mon choix. Sauf que j'ai gardé les 3 choix après ça. Okay. Et j'ai évolué. J'ai rajouté un moment du jiu-jitsu. J'en ai fait pendant 3 ans. À un moment, j'ai switché du badminton au volley. Je me suis mis à la course à pied après ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ouais, c'est tout. Et après ça, récemment, ce que j'ai fait, c'est il y a 3 ans, 3-4 ans, je me suis lancé dans le triathlon. Ok. Parce que, ça, encore une fois, c'était what the fuck. Il n'y avait pas de raison spécifique, c'est juste par défi. J'avais un ami avec qui, d'ailleurs, j'ai emménagé en coloc pendant que j'étais encore en train de faire mes études. Qui m'a dit ouais, mon père je l'aime beaucoup, il a fait des Ironman dans sa vie et moi je trouve ça génial. Et moi j'étais là genre c'est quoi un Ironman? Et il m'a dit ouais, c'est un triathlon très longue distance, c'est un truc badass et tout. Et moi j'étais là genre perdu dans ma vie à ce moment-là, je sais pas quoi faire. Et je savais juste que la seule chose que j'aimais faire dans ma vie c'était le sport. C'était okay. Ma vie était inutile. Je savais pas du tout ce que j'allais apporter au monde. Je savais pas du tout quel travail j'allais faire. J'étais dans une école d'ingénieur, j'étais à Centralille et j'étais en train de m'emmerder profondément, en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Et la seule chose qui me raccrochait un peu à la réalité, c'était j'aime bien faire du sport. Et du coup, je me suis dit ok, on va y aller à 100%. Parce que comme je dis, c'était 0% à 100%. Et je me suis dit ok, je vais faire un Ironman. Je savais même pas ce que c'était que le triathlon. Ouais. Et je me suis lancé dedans et j'ai fait mon premier triathlon, un petit triathlon XS, tout petite distance. Du coup, genre tu nages 400 mètres. Ouais. Ensuite, tu fais 20 km de vélo et tu termines par 2 km de course à pied. C'est mignon. Mais tu mets quand même 3 quarts d'heure, quoi. Ouais, ça échauffe bien. Ça échauffe bien. Et j'ai fait ça et j'ai adoré. Et je me suis dit, je suis mort littéralement pendant la course à pied. C'était horrible. J'ai jamais cru qu'on pouvait marcher sur 2 km et courir. Et j'ai marché sur les 2 km. J'étais au bout de ma vie. Mais j'ai kiffé d'une certaine manière. Je sais pas, peut-être que je suis un peu tordu. Et après ça m'a lancé et je me suis dit, ok, on y va à fond. Donc des triathlons. Et après ça, triathlon. T'as testé l'Ironman ou pas? J'en ai fait un. Ah ouais? Lequel? Celui de Nice en 2016. Très bien. C'est marrant parce que celui que j'ai interviewé la dernière fois, la Brice de Squad Easy, il a fait aussi l'Ironman de Nice et je crois que c'était aussi en 2016. Oh, waouh! Je crois.
Je choisis mes invités en fonction de Ouais. l'Ironman de Nice. C'était inscrit quand ? Ouais, non, ça Non, passe ça pas. va non. pas. 2017, non, je crois pas. C'est pas un bon cru, ça. Mais c'est marrant. Pourquoi t'as choisi Nice comme ça Parce que, wow, encore une fois, c'est la chose la plus stupide du monde. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un Ironman. Première chose que j'ai fait, plan d'entraînement Ironman en ligne. Ouais. Ça me saoulait de payer pour des plans gratuits. Et donc, du coup, j'ai pris le premier truc qui venait sur Wiki Triathlon, un truc machin. Ok. Et c'était un mec qui avait fait le plan d'entraînement entier, de A à Z, genre en 9 mois, pour l'Ironman de Nice. Pour faire l'Ironman de Nice en 12 heures. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et j'ai suivi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais m'inscrire à l'Ironman de Nice. C'était pas genre un choix mûrement réfléchi. Bon, Pourquoi qu'est-ce pas qu'il y a ? Bon, voilà, c'est parti. On fait avec ça. Pourquoi pas. Pourquoi Très pas. bien. Et du coup, tu parlais que quand t'as lancé ta startup et tout ça, que t'avais vraiment arrêté pendant quelques mois le sport et que t'étais vraiment pas 6 bien. mois, 6 mois. Et qu'est-ce qui t'a fait en fait reprendre le sport ? Déjà, je me sentais comme une merde un peu. Non, vraiment. Ce que j'aime bien avec les activités sportives, c'est que si tu les fais bien, t'es gagnant de tous les coups. Si tu fais par exemple là, si on va courir ensemble et qu'on se fait même ne serait-ce qu'une demi-heure de yoga, course à pied, crossfit, n'importe quel mouvement, et qu'on est satisfait de notre séance, qu'on s'est bien débrouillé, qu'on a bien transpiré, t'as un sentiment de satisfaction par rapport à ta vie. T'es content de l'avoir fait. Et ça, t'en as besoin quand t'es entrepreneur. T'as besoin d'avoir un sentiment de satisfaction, t'as besoin d'avoir un feedback, parce que parfois, quand tu développes un produit et ça fait 6 mois que t'as 0 feedback client et tu sais pas si tu fais les choses bien ou mal, ou si t'es complètement à côté de la plaque, ou si ça plaît aux gens, et t'as besoin d'une sorte de certitude dans le feedback que t'as dans les activités que tu fais. Et ce feedback, tu l'as très simplement avec le sport. Et moi, justement, c'est quelque chose que j'ai remarqué au bout de 6 mois, que c'était une activité qui me faisait me sentir bien par rapport à moi. Et j'ai besoin de me sentir bien par rapport à moi. Ouais. Parce que tout le reste dans ma vie n'était qu'incertitude. Et ça, c'était un peu la certitude sur laquelle j'avais besoin de me raccrocher. Ouais, donc du coup, tu t'es dit, il faut vraiment que je change. Et c'est ça qui me permettait d'avoir un peu de feedback positif. Ouais. Et aussi, je structurais pas du tout mes journées. Et quand tu fais du sport, t'es obligé d'un peu de structurer tes journées. Tu peux pas le faire comme ça, n'importe comment. T'es obligé d'avoir une régularité déjà. T'es obligé d'avoir un semblant de discipline quand même, parce que tu te dis, bon là, je fais du sport tous les 2 jours, tu t'y mets quoi. Que tu veuilles faire du sport ou non, si tu t'es fixé ça, tu le fais quoi. Et après ça organise un peu ta journée. Si tu sais que tu as du sport le soir, tu sais que tu vas devoir travailler le matin, début après-midi. Ouais. Ou si tu fais du sport le matin, tu sais que tu vas devoir plus travailler fin de matinée et le reste de l'après-midi. Du coup, parlons de ça. Comment t'as fait pour t'organiser et gérer ton temps en fait entre ta startup et le sport? Okay. Comment tu fais? Très simple, ça repose encore sur cette idée de trouver le bon moment pour travailler. Et je crois pas du tout dans les entrepreneurs qui disent moi je bosse 40 heures par jour, je suis une brute, etc. Je crois vraiment pas. Je trouve ça stupide. Je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis avec ça. Mais en fait c'est vraiment ça. Et je suis persuadé que tu peux avoir une journée très productive avec seulement 6 heures de travail. On va dire 6-8 heures. Et donc du coup, pour moi, la question c'était, je suis un peu le flemmard, le plus gros flemmard que je connaisse. J'ai une citation d'ailleurs pour ça que j'aimais bien, je sais plus qui est-ce qui la disait, mais c'était je suis le plus ambitieux des fainéants. Voilà, j'aime bien celle-là. C'est exactement ça, je suis le plus ambitieux des fainéants, et si tu veux rester fainéant, t'as intérêt à optimiser ta journée. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis parti dans l'optimisation de soi, dans comprendre à quel moment t'es plus efficace, à quel moment ça sert à rien de travailler, lâche tout, et là tu peux aller faire ton sport. Et donc, du coup, pour moi, ça c'est passé par comment je structure les heures dans lesquelles j'ai besoin de me concentrer vraiment sur un sujet. Comment je structure les heures sur lesquelles j'ai pas besoin de me concentrer vraiment sur un sujet. Par exemple, des rendez-vous que je faisais avec des clients, des entrepreneurs, des after-work, etc. Et du coup, je découpais ce temps-là en temps très très concentré, focus à fond, limite travail créatif si jamais je vais créer des articles, et en temps
de moindre qualité de concentration, je voudrais dire. Et je vois exactement à quel moment dans la journée je peux être le plus concentré. Et je me concentre sur ça et je fais genre 2 heures de travail intense le matin. En général, moi, c'est entre 9h et midi, quelque chose comme ça, donc 2-3 heures. Et ça, si je prends ces heures-là, je me sens satisfait avec ma journée parce que j'avais une quantité de travail monstrueux. J'ai parlé à d'autres entrepreneurs l'autre jour. Il y en avait un qui me disait moi c'est très simple, j'arrive, j'ai une tête dans le cul le matin, j'arrive, je me lève à 5h30, j'arrive au travail à 6h, il n'y a personne qui est là avant 8h30 minimum, et au moment où les gens commencent à comprendre que je suis là, c'est-à-dire vers 9h, moi j'ai déjà fini ma journée de travail. Et moi je crois énormément en ça. Je crois énormément dans l'optimisation à fond de ta capacité de concentration, parce que si tu es capable de choper le bon moment, le travail que tu fais en 8h, tu peux le faire en 3h. Je suis complètement d'accord. Et ouais, c'est pareil pour moi aussi. Et de savoir, moi, en fait, le fait de me lever tôt aussi, c'est une autre satisfaction, c'est de savoir que à midi, j'ai déjà fait tellement de choses. J'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà fait beaucoup, mon travail créatif et tout ça. T'es tellement content, quoi. Tu te dis, le reste, c'est limite du bonus, quoi. Et il te reste beaucoup de temps, quoi. Ouais, et c'est exactement comme ça que je réfléchis. Je fais le travail qui demande beaucoup de concentration d'abord. Et après ça, j'organise ma journée un peu plus, de manière un peu plus improvisée pour le reste, parce que je sais que c'est pas du travail qui a demandé énormément de concentration. Soit tu fais des factures, soit tu fais des emails à des clients, soit t'enregistres un podcast. T'enregistres un podcast. Et à partir de ce moment-là, je peux avoir plus de flexibilité dans les heures de sport que je mets, mais je sais qu'en général, vers 18h, j'aime bien faire du sport, c'est tout. Ok. Et que voulais-je dire là-dessus ? Comment tu organises exactement ? En fait, tu mets ça dans ton agenda, tu l'écris quelque part ou c'est dans ta tête ? Alors, il y a Tim Ferriss, je sais pas si tu connais Tim Ferriss. J'adore Tim Ferriss. J'aime beaucoup Tim Ferriss aussi. Et il disait, c'est très simple, vous êtes une start-up, vous êtes entrepreneur, si vous n'avez pas le temps de lire ces 2 livres, vous pouvez rentrer chez vous. Et il y a un des 2 livres, c'est un livre de Peter Drucker qui s'appelle The Effective Executive, qui est un vieux classique, on dirait. Je crois années 70, quelque chose comme ça, 60-70. Et c'était un mec qui avait tout à fait compris que les exécutifs de l'époque, en gros les gens qui étaient cadres, sup, etc., dans les entreprises, travaillaient beaucoup avec la connaissance. Ils ne travaillaient pas avec leurs mains, mais ils travaillaient avec des concepts, avec des théories, avec les emails qu'ils allaient recevoir des gens, etc. Bon, même si à l'époque, les emails n'existaient pas. Mais ils savaient ça. Il l'avait très bien compris. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est applicable encore aujourd'hui. Et le mec te dit, c'est très simple, 50% de ton temps, quand tu es cadre, ne t'appartient pas. Minimum. Et parce que c'est des gens qui te demandent des choses, c'est ton boss qui te dit à la dernière minute que tu as besoin de bosser sur tel projet, c'est ta secrétaire qui te demande si elle doit choisir, un calendrier bleu ou un calendrier rose pour tes rendez-vous de la semaine prochaine, je sais pas, ce genre de choses, quoi. Et après ça, tu as 50% de ton temps au maximum que tu peux concentrer sur les tâches vraiment productive, sur le travail qui va vraiment faire avancer ton entreprise. Donc, du coup, proactif versus réactif. Et le premier conseil qu'il donne, c'est prends conscience de ton temps. Prends le temps, pendant une semaine, de noter, heure par heure, tout ce que tu fais. Et là, tu vas comprendre où ton temps part, où ton temps ne part pas, et comment est-ce que tu peux avoir une sorte de contrôle là-dessus. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai installé une petite application et toutes les heures je disais ok, là je suis en train de faire ça, je suis en train de faire telle activité, là je suis en train de prendre ma douche, là je suis en train de faire un podcast avec Brice, ce genre de choses là. Et après ça tu regardes tout ton agenda, tu dis waouh, ok, je perds beaucoup de temps. Et après ça tu commences à comprendre, ok, là je remarque que tous les jours à 14h là je fais rien du tout de productif, rien. Je me distrais, je fais des trucs, je fais n'importe quoi, j'essaie de sortir, j'essaie de parler à des gens pour me distraire. Ok, ça marche, fantastique. C'est à ce moment-là que j'ai un petit creux d'éveil. Comment j'en tire le meilleur parti ? Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, très simple, je vais prendre ce moment-là pour faire des rendez-vous clients. Parce que j'aime bien parler avec des gens, c'est facile, c'est pas une tâche qui demande beaucoup d'énergie, c'est pas une tâche qui demande énormément de préparation. Et du coup, hop là,
Maintenant, je casse tous mes rendez-vous clients, ou soit par Skype, soit par appel, soit en physique, en début d'après-midi. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est les premières étapes pour un peu prendre le contrôle de ta journée. C'est comprendre où déjà ton attention va, où toutes tes activités se placent, se logent dans ton calendrier, par défaut. Et après, c'est dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je peux pas laisser. Et voilà. Et moi, je trouvais ça génial. Ça a changé beaucoup de choses. Et du coup, t'as pu inclure ton sport un peu entre tout ça. Ouais, exactement. Et tu l'écris dans ton agenda. Et ce que j'écris dans mon agenda, au début, oui. Ouais. Et maintenant, non. Maintenant, ouais, t'as plus besoin. Maintenant, j'ai plus besoin. Maintenant, je sais. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu en fait mettre en place une habitude. Au début, t'as besoin de l'écrire, de l'avoir en notification, des choses comme ça. Et une fois que c'est devenu automatique, tu sais que c'est ancré, quoi. C'est un peu comme les tricycles, avoir les roulettes sur les côtés. Non, c'est vrai. Ouais. Au début, quand tu commences, t'as besoin d'avoir un cadre qui te tient. Ouais. Parce que si tu remets le sport entre les mains de l'improvisation totale le jour J, tu vas jamais le faire. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Même si tu as très envie de le faire, moi j'adore faire du sport. Je kiffe ça. Genre, j'adore trouver plein de manières de bouger mon corps, plein de manières de m'exprimer, plein de manières de faire l'effort. J'aime beaucoup l'effort. Très intense, format sprint. J'aime beaucoup maintenant. Je suis à fond. J'essaie de faire des ATR. Un handstand, c'est-à-dire tenir sur les mains en équilibre, comme font les gymnastes. Ça, c'est un petit effort qui est très très court. J'aime aussi faire des marathons, des ultra trails et tout. Mais je sais que j'aime ça. Ouais. Mais par contre, quand j'ai envie de m'y mettre, je sais que je peux pas juste compter sur le fait que j'aime faire du sport. Il faut aussi que je me dise, ok, je vais le faire tel jour. Je vais faire 3 quarts d'heure de sport, voire 15 minutes au début. Au début, je me disais, ok, tiens, tu vas aller courir 1 heure pour te remettre au sport. Non, tu prends 15 minutes, tu vas marcher, tu vas courir, tu fais ce que tu veux, et au bout de 15 minutes, tu reviens. Pour pas te dégoûter, pour repartir dans un état d'esprit satisfait parce que tu as fait tes 15 minutes, tu peux te donner une petite tape sur l'épaule. Et du coup, tu as besoin de ça, tu as besoin d'un cadre, de dire, ok, je fais pas trop au début, et en plus, je place ça dans mon agenda, je sais exactement comment il s'insère, et je sais quelles conditions j'ai besoin de chaussures de sport, j'ai besoin de je sais pas quoi. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer toi-même à créer une routine, à t'habituer, etc. C'est un peu ton angle d'attaque, en fait. C'est un peu ce que toi tu fais. C'est tu dis, on prend les petites habitudes et on les intègre au fur et à mesure. C'est ça, tout à fait. Très, ouais, c'est ce qui, enfin, moi je trouve c'est ce qui fonctionne le mieux, et au moins c'est comme tu disais, ce qui te permet de pas être dégoûté dès le début, quoi. Ouais. Mais bon, parfois c'est compliqué à faire entendre aux gens que 15 minutes c'est suffisant. En fait, c'est que souvent quand on veut s'y remettre, on va se dire non, il faut que je fasse 1 heure de sport parce que c'est comme ça. On m'a toujours dit que si je faisais que 10 minutes de course à pied, ça sert à rien. Mais tout compte, en fait. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout compte. C'est cumulatif. Ouais. Est-ce que tu connais Nir Eyal ? Non. C'est un entrepreneur de la Silicon Valley qui est très intéressant et qui a créé ce modèle qui dit il y a 4 manières d'intégrer des habitudes dans sa vie. Donc, du coup, il y en a 2 négatives, il y en a 2 positives. J'ai juste resté sur les positives. Ouais. Sur les positives, la première, c'est l'habitude de l'amateur, qui est une habitude que tu vas faire. Par exemple, le matin, tu vas te lever, tu vas boire de l'eau. Ça ne demande pas une grande quantité de préparation. C'est facile à faire. C'est facile à mesurer. Et surtout, t'as rien à corriger. T'as pas à corriger la manière dont tu bois l'eau. T'as pas à savoir exactement quel type d'eau tu bois. Juste, tu bois de l'eau. Ouais. Ou alors, même chose, tu commences à courir 15 minutes tous les 2 jours. Juste pour le plaisir. Et c'est ça l'habitude de l'amateur. Après ça, t'as l'habitude de l'expert. Qui va être dans l'optimisation, la correction des défauts. Donc du coup, là, ça fait un petit bout de temps que tu commences à courir. Et tu te dis, ok, maintenant j'ai envie d'améliorer ma foulée, j'ai envie d'avoir d'avoir des muscles qui sont plus efficaces, j'ai envie d'avoir des tendons qui sont plus agiles, donc du coup je vais faire la souplesse. Et ça va être un travail qui va être très porté sur les détails. L'habitude de l'amateur, c'est pas du tout sur les détails, c'est sur le plaisir. Ouais. Et je pense qu'en France, on commence tous par l'habitude de l'expert quand on commence à faire du sport. Tout à fait. À se dire, ok, il faut que j'ai les bonnes chaussures, il faut que je cours minimum 1 heure, il faut que je transpire au moins 3 litres, il faut que j'arrive à parfaitement faire cette position. Non, on s'en fiche totalement. Tu commences à bouger,
Et c'est tout ce qui compte. Et tu peux en faire 10 minutes si tu veux, tu peux en faire 5 minutes. Tu commences à faire 5 minutes de sport tous les matins, tu fais ce que tu veux. Tu bouges, tu peux sauter dans tous les sens si tu as envie. Il y a une période de ma vie où je dansais, je mettais la musique et je dansais le matin. Et ça, c'est un mouvement. Ouais. Et c'est juste par plaisir. Tu vas pas te regarder dans le miroir et essayer de corriger tous les mouvements que tu fais. Non, tu t'en fiches. Et pour moi, ça, c'est la seule manière de commencer une habitude pour pas s'en dégoûter après. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Et j'aime bien le mot que tu as utilisé, c'est le mouvement en fait. C'est surtout, plus que le sport, c'est être en mouvement en fait. Ouais. C'est juste se mettre en mouvement quelques minutes, ça sera bien. Et je te rejoins aussi sur l'idée qu'on commence toujours par l'habitude de l'expert. Ouais. Mais moi le premier quand j'étais plus jeune. Maintenant, je me force aussi des fois quand je dois commencer quelque chose à vraiment le faire en habitude de l'amateur. Et je vais noter d'ailleurs c'est qui Nir Eyal, N-I-R, espace E-Y-A-L. Oui, je l'ai déjà vu écrit, mais comme ça Il a fait il a fait un livre très intéressant, dont je me souviens plus le nom, qui est sur la psychologie des utilisateurs de plateformes. Et il base justement son modèle d'habitude de l'amateur, d'habitude d'expert sur ça. Parce qu'il recherche beaucoup dans comment des personnes changent. Et pour lui, un bon produit, une bonne start-up, une bonne entreprise, c'est une entreprise qui aide les gens à changer leur vie. Ouais, bref. Ok. Tu avais une question aussi à un moment, dans la question que tu m'avais envoyée, qui était imagine tu as en face de toi un entrepreneur qui a envie de se mettre au sport, ou alors qui a envie de se mettre à l'alimentation, et par où il commence. Ouais. Et du coup, là, vas-y. Il se pose la question. Je trouve que c'est une très bonne question, parce qu'on est déjà dessus. Et donc, du coup, le conseil que je donnerais, c'est très simple. C'est trouver un mouvement que tu aimes faire. Et pour ça, tu peux tester plusieurs sports. Tu peux faire du badminton si tu veux, tu peux faire du kayak, tu peux aller courir avec des amis, tu peux juste regarder des vidéos de yoga si tu as envie. Juste teste plusieurs mouvements. Et surtout, on s'en fiche que tu fasses 1 heure. On s'en fiche totalement. Tu peux faire 5 minutes, tu peux faire 2 minutes, tu peux faire 1 minute. On s'en fiche. La question c'est, ok, pendant ces 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ce que tu veux, est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Est-ce que tu aimes la manière dont tu bouges ? Est-ce que ça te fait plaisir ? Et pour moi, c'est le seul combat que tu vas avoir. On s'en fiche que tu perdes 45 kilos d'ici 6 mois. Ça, tu pourras le faire après. C'est l'habitude de l'expert. Fantastique. D'abord, tu trouves quelque chose que tu aimes. Parce que ce que tu aimes, tu peux le répéter. Ce que tu aimes, tu vas aimer le répéter. Par contre, ce que tu n'aimes pas, courir 45 minutes tous les jours en transpirant comme un marathonien, tu vas pas aimer. Parce que c'est pas quelque chose qui va te plaire dès le début. C'est trop intense et ton corps n'est pas habitué. Juste trouve un mouvement que tu aimes et t'en fais genre 5 minutes par jour. Ou 5 minutes même tous les 2 jours. Même tu peux en faire genre le week-end. On s'en fiche. Trouve quelque chose que tu aimes. Et c'est tout. C'est vrai. Et t'as autre chose à ajouter ? Et après ça, j'ai autre chose pour l'alimentation. Parce qu'on n'a pas encore abordé l'alimentation. Ça viendra après. Mais dis-le. Mais n'en dis pas trop. C'est sur le même concept. Sur aimer ça. Et moi, quelque chose qui m'a lancé dans prendre soin de ce que je mangeais, etc., c'est juste, j'ai acheté une bonne planche et un bon couteau. Et à partir de ce moment-là, ça devient un plaisir. Parce que t'as un matériel ça te coûte, allez, je sais pas, 20 € les deux, ou 30 € même. Ou alors tu prends celui de tes parents, on s'en fiche. Bref. Et à partir du moment où t'as des outils qui sont agréables à utiliser, t'as beaucoup plus de chances d'aimer couper des carottes, des légumes, d'aimer émincer ton poulet pour le faire revenir. Et pour moi, ça, c'est comme ça que tu commences n'importe quelle habitude. C'est avec du plaisir. Tout à fait. Si t'as pas de plaisir, et je pense qu'on l'oublie trop souvent, c'est comme tu le dis, on veut tout y aller à fond, alors que il faut déjà trouver du plaisir dans ce qu'on fait et derrière augmenter progressivement, quoi. Nir Eyal appelle ça le MEA, Minimum Enjoyable Activity. Ouais. Je connaissais pas. Je connaissais le MED, Minimum Effective Dose. Ouais. Ça, c'est pour le sport. Ouais. Bah, ça, c'est pour les habitudes. Tu trouves la plus petite habitude. D'ailleurs, il y a un enseignant à Harvard qui s'appelle BJ Fogg. Donc, BJ espace FOGG. Yes. Qui t'apprend comment refaire ta vie avec juste des habitudes de 30 secondes. Yes. Et tu prends une petite habitude de 30 secondes et c'est fini. Après ça, tu construis dessus.
Tu passes à 1 minute, mais pas trop tôt, hein, pas trop tôt. Juste d'abord tu prends du plaisir. Par exemple, ça peut être à chaque fois que tu vas aux toilettes, après ça tu fais 2 pompes, c'est tout. Mais c'est d'ailleurs de ça, de lui que j'ai repris cette habitude justement. Quand je vais aux toilettes, derrière je fais au moins un minimum de pompes. Génial. Moi c'est grâce à lui que j'ai commencé à recréer mes routines du matin. Où il disait c'est très simple. Tu bois de l'eau, tu mets un verre d'eau à côté de toi tout le matin et c'est comme ça que tu commences. Et après ça tu rajoutes des exercices. Et moi au début j'ai commencé avec des pompes le matin et maintenant j'adore faire. J'ai diversifié énormément, je fais du yoga, je fais des étirements, j'essaie de faire le grand écart en ce moment, je m'entraîne pour tenir debout sur les mains. Mais en fait ça serait jamais arrivé si j'avais pas commencé avec une toute petite dose qui est tenable, qui est faisable et qui me donne un minimum de satisfaction. Ouais, tout à fait. Parce que si tu commences avec tout, tu te dégoûtes très vite. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un coach, toi, pour le sport ou pour la nutrition, je sais pas. Alors, comment expliquer ça Nous sommes à l'ère d'Internet. Ouais. Mon coach est Internet. Est-ce que j'ai déjà eu des coachs ? Bah oui, dans les sports que j'ai fait. Par exemple en triathlon, j'ai commencé à m'entraîner en triathlon pour faire l'Ironman tout seul la première année et c'était solitaire. Et j'aime être solitaire, mais c'était trop solitaire. Et du coup l'année suivante, je me suis inscrit dans un club et là j'avais un coach qui m'aidait à corriger un peu ma technique en natation, m'aider à allonger ma foulée en course à pied. Mais ce coach-là, je l'ai seulement apprécié parce que j'ai commencé tout seul et j'ai commencé par apprendre une habitude de courir, de nager, etc. Sans chercher à faire l'habitude de l'expert au début, de te dire ok, je vais tout corriger. Non, j'ai juste commencé. Et sinon, pour répondre à ta question plus globalement, j'aime pas prendre des coachs en général. J'aime beaucoup apprendre par Internet. J'ai une curiosité infinie sur le fonctionnement du corps humain. Et du coup, ça m'a mené sur plein d'études sur l'index glycémique, la digestion, tout ce qui est les bactéries, la société de grande consommation, comment on en est arrivé à manger ce qu'on a mangé. Et à partir du moment où tu comprends ça, à partir du moment où tu es un peu curieux dans le domaine, tu comprends très rapidement certaines choses. Tu arrives à lire les étiquettes des produits. Aussi, très intéressant. Très intéressant. Et si tu arrives à lire les étiquettes des produits, tu es capable de comprendre ce que tu mets dans ton corps un peu. Bon, les grandes lignes, mais tu es capable de prendre en main plus facilement ta nutrition. Et à partir du moment où tu as assez de connaissances, tu peux faire plein de choses. Tu peux choisir ta nutrition. Maintenant, tu peux regarder ton paquet de pâtes et dire non, c'est pas exactement ce dont mon corps a besoin ce midi. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que j'ai un coach ? Non, mais j'essaie d'apprendre au maximum et toujours et de trouver plein d'études qui sortent de nulle part. Et surtout, il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment dans les 10 dernières années sur la nutrition, le sport, comment fonctionne ton corps. Donc, du coup, c'est assez pratique pour moi. D'accord, très bien. On va passer maintenant à tes routines. Oui. Donc, est-ce que tu as des routines ? Exactement, voilà, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé ma routine petit avec un verre d'eau le matin. Et maintenant, j'ai abandonné le verre d'eau. Je bois directement sous le lavabo. Je sais pas, je préfère. Et après ça, j'attaque directement avec presque 20 minutes, une demi-heure de soit sport, soit du coup, c'est un peu la sensation. J'ai téléchargé plusieurs applications. Il y a une application Freeletics et Nike Plus, un truc comme ça. Et en gros, c'est juste, ils te proposent des workouts, des entraînements avec le poids de corps et avec plein d'exercices variés, plein de mouvements, plein de planches, de sauts dans tous les sens, etc. Donc du coup, je fais ça. Et à ce moment-là, ça fait un bon cardio et je suis content. Et après ça, je prends une douche froide et oh là là. Et c'est parti. Une fois que j'ai fait mon cardio et que j'ai pris une douche froide, je peux être concentré, mais j'ai une clarté d'esprit. J'ai jamais vu ça avant. J'ai jamais vu ça. Et là, je peux bosser pendant 3 heures. Et tu manges ? Et après ça, je mange. Alors, c'est quoi exactement si tu devais déconstruire ta routine du matin, ce serait quoi ? Tu te lèves, tu bois sous le robinet. Je bois sous le robinet. Ensuite, je vais dans mon salon. Je saute.
Tu sautes? Je C'est saute. un trampoline ou... Non, je fais des petits sautillements. T'es au quel étage? T'es à quel étage? Je suis au rez-de-chaussée. À ne pas refaire pour tous ceux qui sont qui ont des voisins en dessous. Voilà. Non, je fais ça et après ça, je commence un jour sur deux, je fais la souplesse. Donc, du coup, pendant 20 minutes, je commence à m'attirer, à faire des exercices de souplesse pour faire le grand écart, à étirer un peu tous les muscles de mes jambes dans n'importe quelle position. La question que je me suis posée, c'est waouh, comment j'étire les muscles de mes jambes? Bah, c'est très simple. Tu vas sur Google, ton ami Google, et tu regardes dans Google Images comment avoir son grand écart. Et là, tu as t'as plein d'images sur plein de positions pour s'étirer dans tous les sens. Et j'utilise ces positions. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Donc, du coup, je fais ça un matin sur deux. Après ça, je mange. Je me prends un bon petit déjeuner, en général pas mal de protéines, donc du coup soit du jambon, soit des œufs, soit ou alors tout en même temps, jambon, œufs et soit du lait ou un yaourt. Je sais qu'il y a des débats sur le lait, je sais. J'ai pas encore creusé dedans, donc du coup je me fais pas encore peur. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien toléré. Donc, du coup, mon organisme l'accepte plutôt bien et je me sens bien après. Donc, du coup, c'est un peu un compas. Généralement du pain complet. Mais du coup, j'essaie de garder mes petits déjeuners avec pas mal de graisse. Donc, du coup, du beurre, de l'huile d'olive, etc. Et pas mal de protéines. Parce que ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que ça me donne une patate d'enfer le matin. Et après ça, j'ai plus faim pendant les 4-5 prochaines heures. Ce qui est absolument pas normal pour moi. Et j'ai faim toutes les 2 heures en général. Et j'ai remarqué ça parce que je mangeais beaucoup de glucides et que mon corps brûle à une vitesse effarante les glucides. Effarante. Et du coup, quand je lui donne des graisses, donc du coup dans le jaune d'œuf, dans l'huile d'olive, le beurre, etc., et ben il tient vachement mieux parce qu'il est pas trop habitué à ça. Et en fait, c'est une énergie qui prend beaucoup de temps à se diffuser dans le corps. Versus les glucides où tu as un pic d'énergie et après ça tu craches. Et c'est ça en général qui me donne faim. Les graisses et les protéines, ça lisse vachement plus la courbe et ça me permet d'avoir une énergie prolongée sur plusieurs heures. Donc, du coup, j'ai ça les jours où je m'étire et les jours où je fais du cardio, je fais un jeûne intermittent. Donc du coup, j'arrive dans mon salon et je saute et après ça, j'ouvre mon application FreeTix ou Nike Plus ou un truc comme ça, ou alors moi je fais moi-même mes séances. Je me fais des burpees, je me fais du gainage, je me fais tout des tas de mouvements aussi barbariques les uns que les autres parce que j'aime ça. Et après ça, je me prends une bonne douche froide, peut-être que je me prends un verre de lait ou quelque chose comme ça, et je me sèche, je m'habille et je vais directement à mon bureau. Et là, j'ai mes 2-3 tâches pour commencer et c'est parti. et je m'arrête pas. Et là, normalement, je suggère aux gens de faire une pause, mais en fait, c'est juste, j'ai une quantité incroyable d'énergie, donc du coup, je suis parti pour 2 heures, 3 heures. Je vais peut-être faire une pause de 5 minutes au milieu. Mais et donc, du coup, là, le cardio, tu dis avec Frédéric, c'est genre 20-30 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, si c'est 10 minutes, après ça, moi, je me fais un petit truc, je me fais 50 burpees pour être sûr. Pour être sûr de bien mourir. Donc, du coup, ça, c'est en fait le pré-entraînement pour ensuite, derrière, le faire vers 18h. En général, oui. Ok, donc ça, c'est la morning routine. Et après, donc, est-ce que tu en as une evening ou est-ce que tu as quelque chose qui est assez ancré Alors, fin de journée? Exactement. Mais là, j'ai péché. J'ai mal fait. Parce que j'avais l'habitude de lire le soir. Et en fait, ce qui est génial avec la lecture le soir, c'est que déjà, c'est un temps qui est fixé pour lire. Et moi, j'aime beaucoup lire et parfois, je m'en veux de ne pas lire assez. Maintenant, j'ai pris l'habitude de lire dans les transports. À chaque fois que je suis dans les transports, hop là, t'ouvres ton livre. Et c'est très simple. Tu peux créer cette habitude très simplement. C'est dès que tu arrives dans les transports, au lieu d'ouvrir ton portable, tu mets ton portable dans ta poche et tu ouvres ton livre. Même si tu ne lis pas, tu peux lire juste une page. Encore une fois, on revient à cette idée d'habitude de l'amateur, mais juste c'est la première chose que tu fais. Parce que si tu te mets à regarder ton portable, là c'est fini. Là tu ouvres ton Disneyland portatif et tu sais que tu vas tomber dans une montagne d'informations qui sont beaucoup plus passionnantes que ce que tu peux lire dans un livre. Ou alors qu'on croit qu'ils sont plus passionnantes que ce que tu peux lire dans un livre. Donc, du coup, tu prends juste cette habitude, tu ouvres ton livre, tu lis une première page. Après ça, tu peux faire ce que tu veux.
Mais tu prends cette habitude. Et j'avais cette habitude de faire, j'avais cette habitude aussi le soir. Et maintenant, je le fais plus trop. Et maintenant, je suis plus, je suis assez stressé en ce moment. Donc, du coup, je fais des exercices de respiration le soir. Parce que déjà, exercice de respiration, ça te déstresse. C'est génial. Je fais, pour savoir exactement ce que je fais, c'est très simple. J'inspire pendant 5-6 secondes, genre. Et après ça, je bloque pendant 2-3 secondes. Et après ça, j'expire pendant 8 secondes. Et je tiens après ça. Okay. À la fin, je bloque pendant 8 secondes avant de réinspirer. Et ça, oh là là, ça change tout. Ça change tout. Ton cerveau est obligé de penser à ça. Il peut plus penser à rien d'autre. Et donc, du coup, je fais ça me calme vachement. Parce que je sais, en ayant lu justement des études sur le sommeil, que la principale cause d'insomnie et de manque de sommeil, c'est l'anxiété. C'est la principale. Ouais. Du coup, si toi tu me dis j'ai du mal à dormir, je fais ok, t'es stressé, comment on peut déstresser ? C'est la première chose que j'ai regardée. Après ça, tu vas voir tout ce qui est position de la colonne vertébrale, mal de dos, etc. Et après ça, tu vas voir le reste, ton lit, ton cycle journalier. Est-ce que tu t'es beaucoup dépensé aujourd'hui ? Est-ce que ton corps a vraiment besoin de sommeil maintenant tout de suite ? Bref. Mais la première cause, c'est l'anxiété. C'est pour ça que j'ai ma petite routine le soir. D'accord, très bien. Et est-ce que ces routines, en fait, elles sont indéboulonnables ? Est-ce que vraiment elles te sont utiles ? Alors, c'est rigolo parce que pendant que je faisais mon entraînement de triathlon pendant 2 ans, j'ai pratiqué le Miracle Morning. Donc du coup, c'est très simple. C'est tu te lèves, tu fais 1 minute de silence, ensuite tu fais des affirmations. Genre, aujourd'hui va être une belle journée. Ou alors, je me sens bien aujourd'hui, c'est cool. Après ça, tu fais la visualisation. Donc, du coup, ça m'aidait beaucoup pour visualiser arriver à la ligne d'arrivée, les transitions pour l'Ironman, comment j'allais faire pour continuer à vélo. Je m'imaginais à fond sur les pédales, je m'imaginais en train de nager. C'est vraiment hyper puissant. Ouais. C'est incroyable. Ça m'a fait vraiment passer de... Je sais pas si je peux le faire. Ah ouais, ok, je peux le faire. Parce qu'à partir du moment où tu t'imagines très très bien dans tous les détails la performance que tu vas faire, tu as beaucoup moins d'inconnus, tu as beaucoup moins de variables que tu connais pas. Ouais. Tu te dis, ah ok, je vois à peu près comment je vais m'y prendre. Et à partir du moment où tu vois comment t'y prends, c'est facile, c'est faisable, c'est plus ésotérique, c'est plus quelque chose dont tes potes te disent, non mais Guillaume, t'es pas prêt. Pas prêt. Et tous mes potes m'ont dit ça. Et tous mes potes, sans exception. Pendant 2 ans, ils m'ont dit Guillaume, t'as pas le niveau. Je fais regardez, ça c'est comme ça. Et juste avec la visualisation, ça te donne une foi monstrueuse. Ouais. Donc du coup, tu continues avec visualisation. Ensuite, t'as un peu d'exercice. Après, ça t'écrit dans ton journal. Et après ça, tu lis un peu. Donc du coup, j'avais ancré ça genre d'un bloc, comme ça. Et je savais que j'avais besoin de ça parce que je savais que je m'entraînais tous les jours, que j'avais besoin d'être à fond tous les jours, quoi. Pas manquer un entraînement, toujours être dans les meilleures dispositions mentales et physiques. Mais une fois que j'ai essayé d'intégrer ça maintenant dans ma vie, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était un trop gros bloc. Et donc, du coup, j'ai des blocs qui changent en fait. J'ai toujours un peu l'activité physique qui reste, mais elle varie beaucoup. Il y a des moments où je faisais beaucoup plus de sport doux. Maintenant, j'aime bien faire un peu de cardio. Ça, en fait, c'est en fonction de mes périodes de l'année, de ce que mon corps a besoin. Je sais que j'ai toujours besoin de boire le matin. Ah oui, ça. Le petit déjeuner, ça dépend. Il y a des périodes où je faisais genre pas de petit déjeuner, du jeûne intermittent tous les jours. Là, maintenant, je ferai un petit déjeuner plus souvent. Et en fait, c'est juste des blocs que je mets au fur et à mesure, enfin, en fonction de ce que ma vie requiert. Okay. Mais c'est des blocs qui ne changeront pas, je pense, dans les 50 prochaines années. Genre, je sais qu'ils resteront là à disposition et que je vais forcément en mettre au moins 1 ou 2 ou 3 de ces blocs dans ma vie tous les jours pendant les 50 prochaines années. Ouais, tu sais que tu as toujours un minimum de temps alloué à ces routines. Tu as toujours un temps. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de faire, c'est minimum 1 demi-heure. Tu fais ce que tu veux en 1 demi-heure, mais c'est un sas d'ouverture au monde, d'éveil à ton corps. D'éveil de tes capacités cérébrales. Pour ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire la méditation. Là, en ce moment, je suis en train de me dire, ok, je vais recommencer la méditation ce matin parce que j'en ai besoin, parce que je me sens trop distrait dans la journée, etc. Avant, j'utilisais le sport pour me concentrer. Maintenant, je vais utiliser la méditation. Pas grave, c'est parti. Let's go. Ouais. Ok. Au cours des 5 derniers... Ouf. Je vais la refaire. C'est parti. Allez. En vrai, c'est vrai. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance
attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Ok, c'est très simple. Ça revient à cette idée de visualisation, qui est, tu vois quelque chose d'impossible, tu vois quelque chose que aucun de tes potes n'a fait et qui te disent tous que tu as intérêt, et tu le fais. Et après ça, il y a un déclic chez toi. Tu te dis, mais en fait, c'est possible ce genre de choses. Et le slogan de l'Ironman, c'est Anything is possible. Et c'est vraiment ça. Et maintenant, c'est une croyance qui est restée, qui est ancrée dans moi, dans mes os, qui est peu importe ce que tu as envie de le faire, c'est parti. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Tu te prépares bien, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ton esprit, rien qui est impossible. Absolument rien. D'accord. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores? Alors, attends, j'avais noté celle-là pour pas l'oublier. Oui, alors, je suis obsédé avec la thérapie de couple. C'est-à-dire? C'est très simple. Tous mes amis viennent vers moi pour résoudre des conflits de couple, des relations amoureuses, pour me dire Guillaume, je sais pas, il y a cette fille-là, ça marche, mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, est-ce que tu peux m'aider? Ou alors des gens qui me disent, ça fait 4 ans qu'on est en couple, et puis on n'arrive vraiment pas à se comprendre sur ce point-là, j'aimerais tellement qu'ils comprennent ce que je veux dire. Oui, mais pour que l'autre comprenne ce que tu veux dire, il faut d'abord essayer de comprendre l'autre. Ouais. Et du coup, je sais pas, c'est quelque chose, c'est une lecture qui a toujours été là. C'est ce que je fais dans mes moments de loisirs. Sur comprendre les relations humaines, et du coup ça passe beaucoup par la psychologie et la relation de couple. Et il y a tellement de choses à faire dedans, il y a tellement de choses qu'on n'apprend jamais, où on fait juste par défaut. Par exemple, communiquer après le sexe, se dire ok, moi j'ai bien fait, toi t'as bien fait ça, j'ai bien aimé quand tu m'as touché à ce niveau-là, mais par contre j'ai pas trop aimé quand là t'as fait ça, c'était trop fort, ou alors c'était pas assez fort, ou la prochaine fois tiens-moi plus fort, ou je sais pas quoi, des choses comme ça qu'on n'ose vraiment pas dire. Et beaucoup des relations de couple passent par la volonté de donner un feedback constructif à l'autre. Parce que tu peux très facilement tomber dans le ouais, mais de toute façon, tu n'arriveras pas à me faire plaisir au lit. Bah, ok, c'est pas constructif. C'est un feedback négatif, mais il n'est pas constructif. À partir de ça, comment tu fais, toi? T'as un mec et tu dis, bon, bah voilà, je vais rester une merde jusqu'à la fin de ma vie, et c'est horrible. Et tu peux prendre la même chose, tu peux prendre la même frustration et dire, ok, bon, tu débrouilles pas bien au lit, mais si tu peux faire juste ça, si tu peux faire juste ce mouvement-là ou me toucher de cette manière-là, bah ça va améliorer un peu les choses. Ouais. Et là, tu commences à construire. Tu finis, tu tombes plus dans l'impuissance, tu tombes plus dans le je t'accuse parce que tu fais ça mal. Et c'est valable pour le sexe, mais c'est valable pour plein d'autres choses aussi. C'est valable pour qui va faire les courses. C'est valable pour... Plus important. non, mais tu m'as dit que ça allait être juste nous deux et en fait, c'est avec tous tes potes. Ouais. Ok, cool. Qu'est-ce que tu aurais préféré qu'on fasse? Est-ce que tu penses que là c'est irrémédiable? Qu'est-ce qu'on construit par rapport à ça? Et c'est énormément autour de prendre du recul par rapport à ses émotions. Donc, du coup, savoir dire ok, je suis en colère, mais ça me donne pas le droit de t'engueuler. T'as le droit d'être en colère, t'as tout à fait le droit. T'as le droit d'être en colère, frustré, triste, terrorisé. T'as le droit de tout ça. Et à partir du moment où ton partenaire te donne le droit d'avoir ces émotions, te dire ok, je vois que t'es en colère, je vois que t'es triste, je vois que t'es ça. Et pour moi, ça fait sens. Déjà, il y a la tension qui diminue d'un cran. C'est énorme. C'est monstrueux. Parce que tout ce qu'on essaie de faire, c'est dire à l'autre non, mais regarde, je suis énervé. Et l'autre dit ouais, mais moi, j'ai sorti les bouteilles comme tu m'as demandé. Ouais, mais je suis énervé. Mais sauf qu'on ne dit pas je suis énervé. On dit ouais, t'as pas sorti les bouteilles. Ouais. Bah si, j'ai sorti les bouteilles comme tu m'as demandé. Et en fait, le débat maintenant, c'est si toi, un jour, tu te fais engueuler parce que t'as pas sorti les bouteilles, c'est pas à propos des bouteilles. C'est pas à propos des bouteilles. On s'en fiche. C'est ok. Pourquoi t'es en colère contre moi? Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais que je t'avais promis et à ce moment-là tu te sens trahi? Est-ce que c'est quelque chose qui va te stresser pour un événement à venir? Par exemple, on a une réception, on n'a pas sorti les bouteilles. Est-ce que c'est juste toi qui as passé une mauvaise journée et donc du coup la cause est jamais dans l'acte en soi. Elle est toujours dans quelque chose de plus loin, dans une émotion qu'il faut trouver. Et donc du coup ça sert à rien de dire si j'ai sorti les bouteilles, ça sert à rien. On s'en fiche. C'est ok. Pourquoi t'es malheureuse, pourquoi t'es triste, pourquoi t'es ça? Intéressant. Et du coup, c'était venu comment tout ça? Parce que t'as creusé sur l'humain, sur des choses comme ça ou...
Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été passionné par la psychologie. C'est... En fait, j'avais juste une mère qui avait un comportement que je ne comprenais pas. Qui était, je t'éclate la tronche pendant 5 minutes et après ça, je te demande pardon pour t'avoir éclaté la tronche. Bah, me demande pas pardon, quoi. Genre, je te fais pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ? Ok. Et ça, tout a commencé de ce pourquoi. Et je me suis dit, ok, Guillaume, tu vas chercher l'information, c'est parti. Ok. Et je suis allé chercher l'information et j'ai commencé à lire des livres sur les émotions, sur le harcèlement moral, sur les relations de parenté, sur plein de choses. Et ça, inévitablement, a dérivé vers les relations de couple. Parce que c'est un peu, comment dire, c'est là où tu guéris un peu toutes tes blessures de l'enfance. C'est là où tu es le plus vulnérable. C'est là où tu as le plus de chances de ne pas maîtriser tes émotions. Et c'est un peu le terrain de jeu idéal si jamais tu as envie d'ouvrir, quitter toi, Brice, brut, sans filtre, sans rien, et de te voir un peu quitter avec toutes tes émotions qui sont un peu à chaud. Et je sais pas, c'est le terrain de jeu idéal pour comprendre une personne dans son essence, quoi. Une reconversion bientôt. Voilà, c'est ça. Non, j'ai toujours dit à mes potes que je finirais psychologue à 40 ans. Pourquoi pas ? Et je pense que je suis sérieux. Je pense que je suis très sérieux. Mais c'est juste pour l'instant, je préfère me concentrer sur ma startup, sur aider les gens à prendre en main leur santé, les aider à prendre en main leur journée de travail. Ouais, et ensuite, ce sera plus global. Après, ça sera plus... Ok, intéressant. Si on passe maintenant à ton alimentation. Ah là, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton alimentation ? Déjà, elle change. Je suis en train de me dire, ok Guillaume, est-ce que tu manges pas un peu trop de viande en ce moment ? J'ai une alimentation qui est très légumes, fruits. J'adore ça. C'est tellement bon. C'est incroyable. Et surtout, quand t'as un bon couteau et une bonne planche, t'as encore plus de plaisir. On en revient au couteau et à la planche. En tête, Sponsorisé. Vraiment sponsorisé par les couteaux planches. Non, en plus, j'ai offert à plusieurs de mes amis des couteaux. Il y en a qui offrent des roses, des fleurs, des cartes d'anniversaire. Moi, j'offre des couteaux. À Noël, des couteaux pour tout le monde. Allez. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais le matin? C'est très... voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est des graisses, des protéines. Jamais de pain blanc. Okay. Jamais de confiture, jamais de miel. Et ça vient juste du fait que j'ai compris que tout ça avait un index glycémique très élevé. Donc du coup, le petit déjeuner français est vraiment horrible si tu veux te concentrer le matin. C'est se tirer une balle dans le pied. Parce que tu manges ton pain blanc, t'as un peu de beurre dessus, avec la confiture ou ton Nutella ou je sais pas quoi. Tu prends ton café avec du sucre. Et ton corps, là, il perçoit ça comme, allez, 70% de sucre. Et il va être content pendant une heure. Après ça, tu vas avoir besoin de prendre un café. Et pour moi, la raison pour laquelle on prend autant de café, c'est parce qu'on a encore des petits déjeuners qui sont beaucoup trop tournés sur les glucides, sur les sucres simples. Ouais. Les sucres rapides, je veux dire. Et donc, du coup, ça, c'est pain blanc, c'est confiture, c'est tout ce qui est sucré et pas complet, quoi. Les viennoiseries, etc. Voilà, pain au chocolat. Et en fait, c'est incroyable parce que je mange toujours maintenant du pain complet avec des céréales, etc. Et maintenant, dès que je mange des viennoiseries le matin, mon corps le sent. Mais fois 1000. Et je me sens comme une merde après pendant les 2 prochaines heures. Et je regrette amèrement. Parce que une fois que tu as habitué ton corps à ça, à avoir autant d'énergie, si tu le fais passer à un niveau en dessous, c'est-à-dire le niveau qu'on a normalement en France, eh bien, tu perçois la différence. C'est flagrant. Donc, du coup, j'ai ça le matin. Le midi, j'ai fait une expérience à un moment, je crois que c'était il y a 2 ans, pendant que j'étais dans une start-up à Berlin, qui était géniale. Je me suis dit, tiens, Guillaume, tu as toujours une petite fatigue juste après le déjeuner. Tiens, vas-y, on va expérimenter. Et j'ai expérimenté. Je me suis dit, ok, je vais arrêter de manger des légumes. Voilà. Bon, ça n'a pas trop aidé. Ça n'a même pas changé grand-chose, en fait. Je vais arrêter de manger de la viande. Là encore, j'avais un peu moins d'énergie. J'avais encore moins d'énergie, je pense. Et après ça, j'ai arrêté de manger des pâtes ou du riz. Et là, waouh! Là, je jouais avec mes collègues piqués du nez et moi, je restais éveillé. J'étais impressionné. Et donc, du coup, maintenant, le midi, je mange pas de pâtes, de riz, ou alors j'en mange très très peu. Ouais. Et j'ai d'ailleurs maintenant une règle, c'est en termes de quantité visuelle dans ton assiette,
faut que tu aies 2 fois plus de légumes que de glucides, que de féculents, que de pâtes, que de riz, que de tout ce que tu veux. Même si c'est complet. Et toujours un peu de viande. Et bon, après ça, c'est moi qui suis en train de me questionner sur la viande. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que j'ai des amis qui sont végétariens. Je ne suis pas végétarien moi-même, mais j'ai eu des périodes où je mangeais très très peu de viande. Très très peu de produits animaliers, etc. Et pourquoi tu te questionnes là-dessus? Parce que c'est à la fois une question pour l'environnement et à la fois une question pour moi. Donc du coup, c'est avec quoi je peux être le plus efficace, de quoi est-ce que mon corps a besoin. Et j'ai lu pas mal d'études qui débattent sur, qui ont chacun un peu leur point de vue différent dessus. Sur ouais, non, en fait, on a évolué en mangeant de la viande. On est un peu des omnivores, donc du coup, il faut respecter ça, quoi. Du coup, manger de la viande, c'est bien. Et d'autres études qui disent non, mais il y a plein de cancers, etc., avec la viande, etc., ce genre de choses. Ouais, et en plus, si je peux ajouter quelque chose, il y a des études là-dessus sur le fait qu'on mangeait de la viande quand on était. Il y a des milliers et milliers d'années. Ouais. Et en fait, apparemment, parce qu'il y a d'autres études qui prouvent en fait, qu'on mangeait de la viande un peu par défaut. Parce que quand on n'avait plus de légumes, qu'on n'avait plus de fruits, on allait se rabattre sur de la viande parce que c'était vital pour nous. Ouais. Mais que finalement, on n'était vraiment pas fait pour manger autant de viande. Pour manger vraiment de la viande, quoi. Ouais. Et ben ça c'est quelque chose qui me convient. Ça c'est une histoire avec laquelle je peux être prêt à adopter. Genre c'était cette idée de ok, la viande mais pas trop parce que on n'est pas tellement habitué à ça. Et de toute façon c'est ce que je ressens au niveau corporel, c'est quand je mange une majorité de légumes, bon moi j'en mange pas 5 par jour, j'en mange 10. Tu te sens bien, tu te sens vraiment bien. Mais par contre il t'en faut un peu parfois de temps en temps. J'ai des amis qui sont partis et qui se sont dit tiens je vais mettre full vegan. 6 mois plus tard, ils avaient des carences alimentaires et ils avaient des crises de panique parce que leur corps était juste pas prêt à ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas, je suis pas assez renseigné sur les véganes, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses comme ça. Toi, moi, je suis flexitarien, donc. Flexitarien, je vois. Ouais, un peu comme ça. Enfin, moi, je réduis vachement la viande et j'essaye. 2 à 3 fois peut-être par semaine max, tu vois. Ouais. Ça me dérange pas, tu vois. Si j'ai d'autres sources de protéines, ça peut être des protéines de soja, ça peut être du sétan aussi qui est de la protéine de blé, des choses comme ça. J'essaie de compenser là-dessus parce que sinon si tu manges que des légumes, j'adore les légumes mais après t'as faim, quoi, quand même. Donc il faut quand même des protéines et des bonnes graisses comme tu le disais, quoi. Et pour terminer, le soir, par contre là le soir voire goûter, je peux manger ma baguette de pain blanc, je peux. Avec ma confiture si je veux, et le soir je peux manger plus de féculents, donc du coup je peux me faire des pâtes, du riz, je peux me faire du quinoa, je peux me faire plein de choses que tu veux. J'essaie de rendre ça un peu plus complet parce que l'index glycémique après ça. Mais j'ai compris ça en fait en comprenant la courbe de cortisol dans la journée. Okay. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais sauf que c'est pas juste ça, c'est qui te tient éveillé aussi. C'est l'hormone qui te tient éveillé. C'est l'hormone qui contrôle ton éveil. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu te réveilles, tu as une sorte de pic qui, après ça, pendant tout le reste de la journée, va descendre lentement jusqu'à atteindre le niveau le plus bas vers, 23h minuit. Okay. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand tu manges des glucides, quand tu manges ton pain blanc le matin, et ben ça crée un choc dans ton corps. Et à ce moment-là, ton cortisol augmente. Donc du coup, tu stresses plus ton corps que ce qu'il a besoin de stresser. Et déjà, quand le matin, tu as un niveau élevé de cortisol, ton corps passe en mode surcharge et surchauffe, et c'est pas quelque chose qui est très viable. C'est ce qui renforce un peu l'idée d'avoir un crash après ça, d'avoir un crash glycémique. Par contre, en fin de journée, tu as des niveaux de cortisol qui sont moins élevés. Et à ce moment-là, si tu augmentes ton cortisol, bah ton corps, ça reste la quantité de cortisol que tu auras dans ton corps va quand même rester dans des rangs dans une gamme qui est acceptable par ton corps. C'est comme une sorte de petite pique que tu as sur une sorte de courbe globale. Et voilà, je suis pas du tout clair. Mais ça veut dire que juste au lieu d'avoir 2 fois la quantité normale de cortisol, tu as 1 fois la quantité normale parce que tu as déjà une base qui est très basse. Ouais. Et à ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir un choc glycémique si tu veux. Et à ce moment-là, tu peux prendre ton pain blanc, tu peux prendre ta confiture. Et ça ne va pas détruire autant ton éveil, ta concentration et ton équilibre hormonal. Ouais.
Et il y a aussi une autre chose que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, Ouais. sur le fait de boire de boire du matin, de boire du café Du café. au réveil. C'est Ouais. pareil parce que du coup, vu que t'as ton taux de cortisol qui est hyper élevé Ouais. et qui te permet d'être éveillé, t'as Ouais. vraiment pas besoin de café quand tu te lèves. En fait, t'en as peut-être besoin 2 heures plus tard, 2 ou 3 heures plus tard. Mais en fait, en prendre directement, c'est comme tu dis avec les glucides, c'est contre-productif. C'est-à-dire que Ouais. tu as vraiment ton taux de cortisol qui va exploser. Ouais, qui est Et, trop par et rapport tu à vas ce que être ton corps peut déréglé supporter. hormonalement là-dessus. Ouais. Donc, Et à après ça, éviter. ton Quoi. corps a toujours une bonne manière de te punir par rapport à ça. C'est le principe d'homéostasie. Ton corps va toujours chercher à maintenir un équilibre. Et si il se trouve que t'as des quantités d'hormones ou même de neurotransmetteurs ou n'importe quoi, bon ici par exemple une quantité de cortisol qui est trop élevée par rapport à ce que ton corps est capable de supporter, et ben, ce qu'il va faire c'est très simple, s'il va déréguler ses capteurs de cortisol. Donc du coup le lendemain matin, tu auras une courbe de cortisol qui sera moins élevée le matin et tu auras plus de difficultés à rester éveillé. Voilà. Et après, tu vas être addict à ton café, Et après etc. ça, t'es addict à ton café. Et ça Cercle commence comme vicieux. ça. Autre chose aussi, on a tous un pic de cortisol qui arrive à un moment différent de la journée. Donc du coup, si tu me dis tu commences le travail à 6h mais que ton pic de cortisol il arrive à 10h, tu vas avoir besoin de café le matin. Et pour moi, c'est un peu inévitable et c'est un peu une manière de manufacturer un pic de cortisol soi-même, quoi. Sauf que après ça, il faut le prolonger. Ouais. Parce que si jamais tu as un premier pic de cortisol qui arrive, que tu déclenches à 6h avec ton café, et après ça, tu rebaisses, et après ça, tu remontes à 10h parce que ton pic de cortisol naturel arrive, eh bien, ton corps n'est pas habitué à une telle quantité de cortisol sur un tel laps de temps, donc du coup, il va aussi désensibiliser. Et une chose qui est géniale pour ça, c'est un truc d'un entrepreneur aussi dans la Silicon Valley qui s'appelle Bulletproof Café. Ouais. Et en gros, il prend du café avec du beurre. Et la raison pour ça, en parle aussi. Tim Ferriss en parle aussi. Et la raison pour ça, c'est très simple. C'est la graisse ralentit la consommation des glucides et ralentit justement la quantité d'hormones que ton corps reçoit. Donc du coup, tu prends ton café avec du beurre et tu as une courbe de cortisol qui va être beaucoup plus lisse au lieu d'avoir un choc, au lieu d'avoir un pic et après ça qui retombe. Et ça, c'est quelque chose qui existe, que le mec, je me souviens plus de son nom, Dave Asprey, voilà, c'est ça, Okay. a trouvé quand il faisait, je sais pas, des randonnées en Himalaya, et les gens lui donnaient ça quand il se sentait fatigué, et il prenait ça genre au milieu de sa randonnée, et ça lui donnait une claque d'énergie pour les 3 prochaines heures. Ouais. Au lieu d'avoir son café qui lui donnait une claque plus intense, mais juste sur 1 heure. Tout à fait. Et du coup, en fait, est-ce que tu te lâches? Est-ce que tu te lâches dans la journée, comme tu disais avec le pain blanc en fin de journée, ou est-ce que tu as des jours dédiés où là tu vas te dire ça va faire du sleep là? Non, j'ai pas de jour dédié, mais je songe à en prendre parce que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à voir un peu de littérature dessus et à me dire pourquoi pas faire ça, parce qu'en gros ça apprend à ton corps à utiliser tes nutriments de manière différente. C'est pour enlever la tolérance que ton corps a de tout ce que tu manges dans la journée, une sorte de reset. Ils font beaucoup ça dans les régimes où si tu t'arrêtes de manger, si tu manges genre une salade par jour, en fait ton corps va apprendre à gérer son énergie avec juste une salade par jour, donc du coup tu vas pas perdre de poids. Par contre, si tu manges une salade par jour et que un jour dans la semaine tu prends plein de burgers et tu bouffes autant de crème chantilly que tu peux, ben là ton corps se dit ah non attends, on est censé consommer ce type de nutriments, et il va les demander, et le jour d'après quand il aura sa salade, il va se dire mais non, j'en ai pas, il faut à tout prix que je les utilise, et hop, il va le choper dans la graisse. Donc du coup il y a un concept qui est très intéressant derrière le contraste, derrière les cheat days. Mais c'est pas encore quelque chose que je fais. Bon, j'ai mes petites je prends des sneakers parfois, c'est un peu Okay. je sais pas, j'aime bien ça, et j'aime bien ce qui est sucré, mais ça c'est quelque chose que je fais une fois, 2 fois par mois, 3 fois par mois grand max. Ok. Quand je sais que j'ai besoin d'un boost d'énergie, et je prends rarement c'est rarement du comfort food. Tu me verras jamais à pleurer avec mon pot de crème glacée ou mon pot de Ben & Jerry's. C'est pas. Ouais, tu manges pas sur les émotions. Je marche pas sur les émotions. Et t'as pas un plat qui te vient en tête ou que t'as vraiment envie, tu te dis putain, je me ferais bien ce plat là, et je sais que c'est un petit peu trop gros, mais bon, j'adore ça. Non.
Non. En fait, c'est très étrange. J'ai une manière de programmer mon cerveau en fonction des nourritures que je pense être bonnes pour moi. Et donc, du coup, mon cerveau va aller chercher directement les plats qui c'est bon pour lui. Et il va se dire, ok, ces plats, maintenant, je les adore. Il y a un moment où j'ai commencé à rechercher un peu sur le miel. Et j'ai jamais aimé le miel avant. Et j'ai remarqué qu'il y avait plein de propriétés. Et hop, en une demi-seconde, j'étais addict au miel. Parce que je savais cognitivement que c'était bon pour moi. Ouais. J'ai cet autre biais-là en séduction aussi. Et comment dire, je suis intéressé que par les filles qui sont intéressées par moi. Ok. Je suis pas du tout intéressé par... J'arrive vraiment pas à être intéressé par des filles qui sont pas intéressées par moi. Du coup, ça veut dire une inconnue, tu sais pas, faut vraiment qu'elle ait un eye contact. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais je peux être intéressé genre à premier abord comme ça, mais après ça, maintenir l'intérêt, et bah ça va être c'est 100% ou 0%, encore une fois. C'est soit je vois que t'es un peu intéressé par moi et à ce moment-là on a un truc, soit je vois que t'es pas du tout intéressé par moi et je vais jamais chercher à forcer. Ouais. Parce que je vais toujours chercher à me dire ok, quel est le moyen le plus efficace, quel est le moyen le plus efficient. Et ça se passe comme ça pour la nourriture aussi. Je vais chercher l'efficience et me dire ok, comment est-ce que je peux transformer une nourriture qui est à la fois bonne pour moi en quelque chose dans lequel je prends du plaisir. D'accord, très bien. T'as autre chose à ajouter sur l'alimentation, sinon on passe au loisir. Alimentation, qu'est-ce que j'ai d'autre Ouais, c'est déjà très bien. J'ai un plat classique que j'aime beaucoup. Ok. Carottes, courgettes que je fais à la poêle avec je sais pas, une escalope de dinde. Ouais. Et je me prends des fruits ou je sais pas quoi, des graines en dessert et ça c'est ton classique. Ça c'est génial, c'est incroyable. Je fais ça aussi souvent que possible. Mais et du coup, courgettes, carottes revenues à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Avec plein d'huile d'olive. Les carottes sont cuites. Les carottes. Sans mauvais jeu de mots. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Ok. Bon, passons maintenant à tes loisirs. Si tu n'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu feras de ta journée ? Ça, c'est une question géniale. C'est quelque chose contre lequel je me suis beaucoup battu. En fait, je me suis beaucoup battu contre moi-même au début de ma startup parce que je pensais que je devais atteindre un certain... Je devais faire certaines activités. Par exemple, je devais démarcher tant de personnes. Je devais travailler sur mon produit tant d'heures. Je devais parler, faire un pitch de telle manière. Et donc, du coup, j'organisais mes journées en fonction de ça. Et du coup, j'organisais mes journées par rapport à des résultats que je cherchais, mais pas par rapport à des activités qui me plaisaient. Et il y a 6 mois, c'est le moment où j'ai commencé à shifter de produits. Je me suis dit, ok, fuck that shit. Et j'ai commencé à faire ce que j'aimais vraiment. Et ce que j'aimais vraiment, c'est rechercher. Et j'adore rechercher plein d'articles scientifiques et juste creuser, genre jusqu'à la moelle, genre trouver la ligne dans cet article-là que tout le monde n'a pas compris, que personne n'a relevé, mais qui change tout. Et donc, du coup, je passe beaucoup de temps à lire plein d'articles en psychologie, en neurosciences, en endocrinologie, ça c'est les hormones dans le corps, en biologie. Et après ça, la deuxième partie, c'est j'adore synthétiser ça. Et j'ai toujours aimé avoir un peu les fun facts pour briller en société. Et maintenant, j'essaie de faire ça. Et j'écris des articles. J'ai un blog qui s'appelle Mindsense. Si tu veux l'épeler. Voilà, mindsense.fr. Voilà. Et tout ça, c'est encore dans la logique de mes ateliers. C'est tu lis des articles comme ça et tu comprends comment ton corps fonctionne et tu comprends comment tu peux l'utiliser. Tu comprends comment ton cerveau fonctionne et comment tu peux l'utiliser. Et du coup, c'est la majorité de ce que j'essaie de faire aujourd'hui. C'est faire quelque chose que je ferais même si j'étais pas payé pour le faire. Et je suis pas payé toujours pour le faire. Et du coup, c'est rechercher, comprendre et toujours être à la recherche de ces moments de ah mon Dieu, tout fait sens. Ouais. Ok, je comprends. C'est Eureka un peu. Et ça, c'est ma drogue. Et puis un peu. Après, t'as aussi le côté d'expérimenter tout ça en fait sur toi, quoi. Parce que je vois que t'expérimentes pas énormément. Il y avait une question que t'avais écrite dans la structure qui est est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? Et moi, les personnes qui m'inspirent, c'est pas des mecs qui ont tout réussi. Je m'en fiche. Moi, c'est plus des Tim Ferriss du quotidien. C'est des gens qui prennent
plein de concepts et qui se disent ok, on va tester. On va pas juste rester à la littérature, on va pas juste faire ce que les gens me disent de faire. On va tester. Genre par exemple, est-ce que le lait ou les yaourts, les produits laitiers, c'est bon pour le corps? Et ben les mecs testent. Et ils font une vidéo par rapport à ça. J'ai fait une semaine avec, une semaine sans. Voilà comment je me sens avec mes niveaux d'énergie et tout. Et moi, je trouve ça génial. Moi, c'est des gens qui m'inspirent énormément parce que tu oses te dresser face à plein de sortes de conventions sociales et dire ok, je vais chercher ma propre donnée. Je vais faire mes propres recherches. Ça ne regarde que moi. Ce qui s'applique à moi, à mon corps, ne s'applique pas forcément à toi, à ton corps. Mais c'est un peu genre chercher un peu de clarté dans un monde où les médias comprennent rien du tout aux études scientifiques. Où, si tu lis un truc, ils simplifient beaucoup. Ils simplifient vraiment. Tu lis un truc sur le New York Times, et t'es là, ah ouais, ça fait vachement sens. Tu vas sur l'étude et en fait, c'est un quart de l'étude. Ouais, et puis, ou alors ça concerne 100 personnes. Ou alors ça concerne 100 personnes. L'autre jour, j'ai une amie qui m'a envoyé une newsletter qu'elle avait reçue sur il faut pas courir plus de 2h05 par semaine, 2h30 par semaine. Parce que selon une étude qui a été faite par une université au Canada qui a pris 4000 personnes, 4000 personnes. Ils ont remarqué que les personnes qui couraient plus de 2h30 par semaine mouraient plus. Okay. Et en gros, dans toutes les études scientifiques, le taux de mortalité, c'est un peu l'indicateur de si tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas du tout dans le sens de ton corps. Okay, et je me suis dit, ok, waouh, c'est intéressant. Des avis très contraires par rapport à ce que moi j'ai appris avec, en effet, pour faire l'endurance, on court 20 km par jour depuis les 5 millions d'années. C'est juste là, on s'est posé depuis les 10 derniers milliers d'années. Ouais. Et faut rien quoi. On est devenu sédentaire, alors qu'avant on était toujours nomade. Et c'est comme ça qu'on trouvait plein de fruits, plein de baies, plein de légumes, plein de machins. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on n'en trouvait plus, on passait à la chasse. Donc du coup, ça fait beaucoup sens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais pour revenir à ça, elle m'envoie une étude, elle m'envoie une newsletter. Ouais. Dans la newsletter, le mec cite ses études. Ça a l'air vachement bien, vachement costaud. Je regarde sur l'étude. Et l'étude conclut ça. Elle te dit, ouais, courir plus de 2h30 par semaine, ça veut dire que tu as plus de chances de mourir. Okay. Sauf que ils ont pris 4000 personnes. Parmi ces 4000 personnes, il y en a 1000 qui courent. Parmi ces 1000 qui courent, il y en a 1000 qui courent, mais genre ridiculement peu, genre moins d'une fois par semaine. Et il y en a très 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 peu qui courent plus de 2h30 par semaine. Il y en a, même pas une centaine, un truc comme ça. Okay. Et sur ces 100 personnes, il y en a 2 qui sont mortes. Okay. Et tu te dis, ok, imagine ces 2 personnes, elles mourraient pas. À ce moment-là, l'étude proclamerait que en fait c'est très bien pour la santé. Ouais, et puis après ça dépend de leur alimentation, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Quoi. Ils ont pris en facteur l'alcool et le tabac, mais ils n'ont pas du tout pris fast food, des choses comme ça. Les fast food. Ils ont pris, je crois qu'ils ont pris le body mass index. Donc, du coup, c'est un peu intéressant ça. Mais ils n'ont jamais dit si les gens ça fait genre 40 ans qu'ils courent ou si ça fait 2 ans qu'ils courent. Okay. Parce que l'étude a été prise entre 2011 où les gens ont eu le questionnaire sur combien de temps vous courez par semaine, blablabla, à 2013. Et là, tu regardes le nombre de gens qui sont morts. Et donc du coup ils font des ratios, ils disent ah ouais le meilleur ratio donc du coup il y a 500 personnes qui courent 1 heure par semaine et sur ces 500 personnes il y a tant de personnes qui meurent. Du coup tu as le ratio, par exemple il y a 10 personnes qui meurent, ok, sur 500 personnes, cool. Et tu regardes le nombre de personnes qui meurent sur 50 sur les gens qui courent plus de 2h05 par semaine et tu dis ok il y a 50 personnes qui courent plus de 2h05 par semaine et il y en a 2 qui sont morts. Du coup ça fait un ratio qui est plus élevé que de 10 morts pour 500 personnes. Okay, le ratio, c'est 1 sur 50 quand les gens courent 1 heure, et le ratio est 2 sur 50 quand les gens courent plus de 2h30. Tu dis, il y a plus de gens qui meurent quand ils courent plus longtemps. Ouais. Sauf que, imagine, 2 mecs, ils sont fauchés par un bus, ça n'a rien à voir avec une mort naturelle. Ouais. En fait, tout ta donnée est faussée. Ouais. Imagine ces 2 mecs qui meurent pas, ou ils meurent 1 an après. C'est vrai, ça tient à rien, quoi. L'étude tient à rien. Et là, tu dis, en fait, le ratio, il y a 0 personne qui meurt parmi les 50 qui ont couru 2h30 par semaine. Et tu dis, mais en fait, il y a des gens qui savent vraiment pas faire des études. Ouais. Et encore une fois, c'est très pervers parce que l'étude en soi conclut ça. Mais c'est juste
les gens de l'étude sont nuls. Ouais. Ça arrive. Et donc, du coup, moi, j'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin de savoir ça parce que j'ai envie d'être totalement confiant dans le discours que j'ai avec tous les clients que j'ai. Et j'ai besoin d'aller creuser dans ce niveau de détail pour être sûr que les mecs ont pas fait de la merde. Parce qu'il y en a plein. Et puis il y a tellement d'études qui peuvent aussi être financées par Mm. des industriels, ça c'est encore autre chose, Ouais. mais c'est la même chose, quoi. Ils concluent des choses parce que évidemment ils sont payés par le mec qui veut que ses produits soient vendus, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu fais en dehors du travail du coup? Donc, du coup, j'apprends des choses sur la thérapie de couple et sur la psychologie. J'adore ça, c'est tellement bien. Et ce qui est génial, c'est que tu peux très facilement faire des transferts de la psychologie à la compréhension de ton corps. Parce que tu commences en psychologie, tu dis ouais, bien, on va comprendre la dépression. Intéressant. En fait, la dépression, c'est à la fois quelque chose qui est un manque de balance, un manque d'équilibre hormonal, et aussi au niveau des petits composés dans ton cerveau, qui s'appellent les neurotransmetteurs. Mais c'est aussi quelque chose de psychologique. Et du coup, tu as l'aspect psychologique et tu as l'aspect genre hormones, tu as l'aspect neurotransmetteur, et tu pars de ça et tu dis ah waouh, la dopamine c'est super important. Et tu remarques que la dopamine c'est ce qui te permet de contrôler tes mouvements. Et tu es là, ah. Et donc, du coup, hop, tu transfères à la compréhension du corps, tu transfères au sport, alors qu'à la base t'es parti sur la psychologie. Et bref, et donc du coup, ça c'est plein de choses que j'adore rechercher pendant mon temps libre. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est social. J'aime beaucoup passer des soirées avec plein de personnes différentes, avec beaucoup de personnes qui ont des avis qui vont quatre collatères, quoi. Je suis là hier soir, j'étais avec un couple qui organise des soirées libertines dans Paris. La soirée d'avant, j'étais avec une fille, une amie avec qui on discute beaucoup de comment avoir l'empathie pour soi-même. J'ai des amis avec qui on discute d'entrepreneuriat, j'ai des amis avec qui on discute de sport, de plein de choses. Et j'aime beaucoup avoir cette variété d'opinions, cette diversité. Et surtout cette diversité d'expériences. Et je suis très tourné vers l'expérience. J'ai un profil, comment dire, je cherche la stimulation à tout prix, on va dire. Ok. Et soit cette stimulation vient des études scientifiques, des génial, que je comprends. Soit ça vient d'expériences de, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai aidé ma copine à courir son premier marathon. J'adore aller à des soirées les plus loufoques possibles, voir, je sais pas, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la diversité. Diversité d'expériences, diversité de personnes, diversité de connaissances. D'accord. Voilà. Donc ouais, beaucoup de diversité dans ton quotidien. Voilà. Très bien. On arrive au terme de l'interview. Donc j'ai les 3-4 questions que je t'avais posées. Ouais. La première, c'est la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lasses jamais. Et ben, c'est très simple. Carottes, courgettes et de la viande. Et en dessert, un fruit et... soit des trucs avec des graines, je peux prendre du pain complet si tu veux, mais pas trop parce que ça reste un peu des glucides. Soit, si, ça c'est tellement bon ça, concombre, tomate, sauce de soja et huile d'olive. Et là c'est... Tu fais ça à la poêle? Non, je fais tu ça fais directement cru. J'aime bien varier mes repas ou avoir une diversité à l'intérieur de mes repas où je mange à la fois du cru et à la fois du cuit. Donc, du coup, je peux commencer avec concombre, tomate, huile d'olive, sauce de soja et terminer le repas avec carottes, courgettes et une escalope de dinde ou de la viande ou je sais pas quoi. D'accord. Ou du poisson. Quel est ton film préféré? The Matrix. Matrix. Et pourquoi? Il explique tellement de choses. Ok. Il explique. C'est génial. Il y a soit The Matrix, soit Fight Club. Mais en gros, c'est un peu des critiques implicites de la société. Et je trouve ça intéressant d'avoir des films qui suivent les codes de la société dans le sens où ils proposent un contenu qui va intéresser cette même société, mais qui à la fois dit à cette société bon, vous êtes bien, mais vous êtes pas top, quoi. et parce que The Matrix, c'est pour moi un énorme parallèle qu'on puisse faire avec tout ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que comment dire, Amazon et son problème du dernier kilomètre, ok. Google et tout son écosystème.
Facebook avec tout, avec la nouvelle monnaie qu'ils veulent lancer, Libra, etc. En fait, ça c'est bien. C'est une manière de démocratiser un peu leur influence, de toucher le plus de clients possible. Mais sauf que le jeu final, the endgame, oui, je suis un fan de Marvel, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'avec ça, avec Amazon qui arrive à faire toutes ces avancées-là, ils vont être capables de prédire les besoins en consommation. Et à partir du moment où tu arrives à prédire ça, tu peux influencer énormément. Parce que moi, si par exemple, je comprends comment tu gères ta journée, ou si par exemple, tiens, voilà, on prend un client que tu as envie de démarcher, et ce client est très très occupé. Okay, il est PDG de, je sais pas, Total. Bref, tu comprends comment cette personne s'organise tous les jours. Tu comprends ce qu'il fait, ce qui le motive, etc. Et à ce moment-là, tu arrives à pile bien trouver le bon créneau pour l'appeler. Okay, et tu arrives à l'influencer exactement comme il fait, comment tu veux. Et bien ça, c'est ce qui peut se passer à l'échelle mondiale avec toutes les sociétés de consommation, tout ce qu'on cherche aujourd'hui en ligne, tous nos intérêts vont être répertoriés pour après ça nous dire « Ah tiens, on a vu que tu recherchais tel produit, on a vu que tu recherchais tel concept, on a vu que tu recherchais, tu veux un groupe de musique, et ben tiens, on va t'offrir pile ce que tu veux faire. » Et aujourd'hui, Amazon est capable de prédire si une femme va être enceinte. C'est-à-dire il est capable de proposer des publicités pour couches 2 mois avant que la femme décide d'avoir un bébé. Parce qu'ils ont remarqué des schémas sur l'évolution des couples, ils ont remarqué des schémas dans les achats. Sur ah bah tiens, si je sais que toutes les femmes achètent une crème hydratante de cette marque avant d'avoir leur premier bébé. Hop là, toi, ils font des statistiques avec tout. T'arrives, t'achètes ta crème hydratante et maintenant Amazon sait que t'as 65% de chance d'avoir un bébé dans les 3 prochains mois. Et à partir de ce moment-là, tu es capable d'influencer énormément la société de consommation, tu es capable d'influencer énormément les gens. Et c'est ce que Facebook peut faire, c'est ce que LinkedIn peut faire, avec toutes ces histoires de fake news, etc. Ça passe par l'information. Et c'est ce que Google peut faire aussi, maintenant qu'ils ont tout un écosystème dans lequel on est ancré. Et tu peux plus échapper à l'écosystème, tu vois. Tu es juste dedans. Et si tu n'utilises pas Google, bah, tu vas utiliser Google Docs parce que tu as besoin de collaborer. Et si tu n'utilises pas Google Docs, tu vas utiliser Google Sheet parce que tu as besoin de créer un CRM ou je sais pas quoi, ou une base fichier pour des clients que tu dois partager. Ou si tu n'utilises pas ça, tu vas utiliser Gmail. Tu vois ? Et à partir du moment où tu as une démocratisation d'une technologie, la question suivante est qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as tout le monde sur ta technologie ? Et bah, tu peux influencer des masses. Et pour moi, ça, c'est... Ça te fait peur, ça ou... Ça me fait un peu peur, dans le sens où tous les pouvoirs sont concentrés dans un même endroit. Ça fait... c'est très... et puis... ça fait très... voilà, Matrix, un peu. Après ça, est-ce que vraiment... Si par exemple, Google comprend tous nos instincts humains et arrive à prédire exactement le sens qu'on a envie de donner à notre vie, ben, il peut utiliser ça. Et du coup, on n'est plus vraiment genre des êtres qui cherchons à créer leur vie de manière indépendante. On est plus des êtres qui créons notre vie de manière dépendante à une machine et qui devenons asservis à, je sais pas, des gens qui ont envie d'aller dans une direction qui est totalement différente de la nôtre. Bon, il faut faire attention du coup. Faire attention. Ouais, c'est ça. Mais après ça, j'ai pas du tout envie d'être alarmiste, mais c'est plus une manière de prendre conscience. Par exemple, il y a une citation dans Fight Club qui est géniale, c'est on achète des choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Ouais. C'est vrai ça. Et ça, c'est impressionnant. Aujourd'hui, t'as un t-shirt blanc. Pourquoi tu l'as acheté ? Bah, tu vois, parce qu'il est blanc et parce que c'est très simple. J'aime bien les choses simples. Ah. Et pour impressionner personne. Et moi-même. Et peut-être que tu as envie justement de donner cette image de simplicité. Peut-être que cette image de simplicité, ça implique un statut social. Peut-être que ça te distingue des gens qui ont des t-shirts Guess. Guess, un truc comme ça. Et voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Coup, est-ce que quand tu achètes un t-shirt aujourd'hui, quand tu achètes un pantalon, quand tu achètes une ceinture, quand tu achètes un chapeau, une veste, j'adore les vestes, est-ce que tu n'es pas en train d'acheter l'approbation des gens ? Finalement. Donc du coup, tu n'es plus en train d'acheter un vêtement qui va te couvrir, qui a juste pour but de tenir chaud. Non. Non, évidemment. Tu achètes ton inclusion dans la société. Et ça c'est intéressant. Voilà. Très beau, on pourra en reparler de ça. Pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation ?
Est-ce que j'ai une anecdote par rapport au sport et à l'alimentation? C'est une femme de 68 ans que je coach pour courir son premier marathon avant ses 70 ans. Et on a couru ensemble. Et elle a une montre Garmin, elle a tout le matos et tout. Elle est parée de la tête aux pieds. Et sur sa montre Garmin, elle a ses fréquences cardiaques. Ok. Et du coup, je fais la première séance avec elle. Je la pousse un peu au niveau cardio juste pour voir un peu, mais pas trop. Tu vois, je donne pas du fractionné, mais je vois juste si elle est capable d'aller dans des zones un peu plus où elle se met un peu plus dans le rouge. Et là, je vois 190 battements par minute. Ah ouais. Et elle était pas au bout de sa vie. Ok. Et moi, je regarde ça, je fais moi 190 battements par minute, je suis au bout de ma vie. C'est ma fréquence cardiaque maximale, c'est 200, un truc comme ça. Et normalement, la fréquence cardiaque maximale diminue avec l'âge. Pour les gens de 70 ans, de 68 ans, leur fréquence cardiaque maximale est d'environ 140 battements par minute. Et moi, je regarde ça et je panique. Et je fais, mais elle va mourir, crise cardiaque et tout. Calme-toi, Martin. Et les premiers entraînements, j'essaie de la faire descendre au maximum. Et elle descend pas plus bas que 160. Et moi, je me dis, mais comment elle va faire si elle veut courir un marathon? Parce que tu veux pas courir un marathon à 190. Tu cours pas. Là, tu tiens pas à 45. Tu tiens pas. 20 minutes. Ouais. Tu m'étonnes. Et Martine qui me regarde et qui me dit non mais je me sens bien là. Et du coup moi je suis curieux. Donc, du coup elle va voir son cardiologue. Elle fait des tests. Et son cardiologue lui dit en fait vous avez le cœur d'une jeune femme quoi. Ok. Et moi ma question maintenant c'est pourquoi non c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Comment elle a fait? Parce que tous les gens de son âge ils vont à 190 battements par minute, ils meurent dans la demi-seconde. Et ma deuxième question c'est est-ce qu'on peut jouer avec ça? Je sais pas. Pour l'instant, je joue avec, elle est pas morte, donc tout va bien. Martine, si tu nous entends. mais ma première question, c'est comment c'est possible, surtout qu'elle a commencé le sport à 40 ans, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre dans sa vie? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est le manque de stress? Ou alors est-ce que justement, elle a eu beaucoup de stress dans sa vie, mais elle a pu en récupérer facilement? Je sais pas. Et du coup là c'est l'inconnu, c'est l'aventure dans laquelle je vais m'embarquer dans les prochaines séances de coaching jusqu'à son marathon pour essayer de comprendre genre, comment quelqu'un peut avoir des performances aussi en dehors de la norme et toujours être bien frais et continuer de courir quoi. C'est dingue. Voilà. Tant mieux pour elle en tout cas. Ouais, je suis très fier d'elle. Bon, un petit coucou à Martine. Coucou Martine. Bon, pour terminer, Guillaume, est-ce que tu peux donner les liens vers lesquels on peut te retrouver? Ok, très simple. J'ai lancé mon blog il y a à peine un mois. Donc, du coup, soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais ça va, si vous voulez vous instruire sur comment devenir plus efficace au travail, comment trouver un peu votre équilibre de travail pendant la journée, à quel moment travailler, à quel moment pas travailler, comment savoir... justement intégrer cet équilibre de travail dans une entreprise parce que quand tu es indépendant tu peux faire des choses tout seul, mais par exemple quand tu es en entreprise tu peux pas faire tout ce que tu veux. Donc du coup pour trouver toutes ces informations là j'ai mon blog qui s'appelle Mindsense, donc du coup mindsense.fr. Sinon je suis sur LinkedIn, Guillaume Denacquart, donc du coup de comme la particule et Nacquart, Nacquard. Voilà. Très bien. Merci Guillaume d'être passé sur le podcast. Merci Brice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de toi pour 2 petites minutes. Alors c'est très simple, si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Et pour illuminer ma journée, tu sais ce qu'il te reste à faire. Simplement lancer iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone, chercher Chill by Feta Fitness, aller dans la section Notes et avis et laisser un avis. Merci de soutenir ce podcast
et à très vite pour un nouvel épisode.